Clément Kelleter vient de prendre sa retraite. De 1963 à 2009, il avait été tailleur de pierre, puis sculpteur à l'œuvre Notre-Dame, l'organisme municipal qui entretient la cathédrale depuis le XIIIe siècle. Au fil des ans, il a accumulé un inestimable savoir sur l'édifice. Il a bien voulu refaire le chemin et arpenter une nouvelle fois sa cathédrale et retrouver ses compagnons et partenaires. Tiens, salut Bertrand. Ça va? Da sitzen sie ja brav. Sabine. Salut Clément. Comment ça va? Ich freue dich. Bonne année encore, meilleurs vœux. Oui, bon, une petite sinusite, ça va. Clément, on a reçu les hectachromes de la chapelle Sainte-Catherine, qui ont servi de Formstein, qui ont servi au plan photogrammétrique, là. Juste pour ton info, là, on a tous les vues, les hectachromes de la chapelle, qu'il a pris, c'était quand l'année dernière? Non, il y a 2 ans, je pense, déjà. Magnifique. Et ça, c'est hyper précieux pour la suite. Là, tu peux voir la pathologie actuelle, hein, comme ceci maintenant, et revoir ça dans 50 ans. Et c'est avec ça que tu peux te baser qu'un défaut comme ça, c'est pas la peine de le restaurer. Hein, ça reste. En tout cas, ça reste dans l'état. Une bonne documentation. Ah oui, magnifique. Là, j'ai pas encore eu le temps de les ranger. Nef, derrière, haute nef. Avec le départ, oui. Eh oui. Rien que le bruit, ça doit rappeler des souvenirs. Ah oui, justement, je voulais le tac-tac je voulais exactement le dire. Ça me rajeunit quand même. Ouais. Tu en avais fait des comme ça, non? Des pinacles, non? Non. Oui. À l'époque, hein? Oui, justement, à la fin de l'apprentissage, j'avais fait des trucs comme ça. Et maintenant, quand je pars en retraite, vous les refaites. Comme je disais tout à l'heure, c'est les cycles hein, de restauration. Hein, Moi, ce qui me plaît, c'est extrêmement fin. Là, ces trucs-là, c'est un truc en... Ça c'est... Voilà, mais il y a des petites différences, là, on a remarqué, tu vois, ici, là. Dans les petits... Là, il y en a qui sont croisés ici. Ah oui. Et il y en a qui sont croisés en haut. Mais pas partout, pas ici. Et il y en a d'autres qui sont croisés comme ça. Donc ils sont tous différents. Tu ne penses pas non plus que c'est un loupé médiéval aussi de l'époque? Je sais pas. Ils avaient quand même une dextérité. Hein. Oui, d'accord, mais parce que logiquement, c'est croisé. Oui. Ouais, mais bon, c'est ce qui fait le charme. Hein. C'est pas le travail de série, c'est le travail des pièces uniques. En plus, c'est une bonne pierre. Ah, celle-là est super. Génial. Et je vois encore qu'ils utilisent les outils formés. L'œuvre Notre-Dame est une institution municipale, rappelons-le, ce qui fait sa singularité. Aussi ancienne que le monument, elle le surveille et l'entretient grâce au patrimoine accumulé, fait de dons et de legs. Elle compte aujourd'hui 32 salariés. Les tailleurs de pierres et sculpteurs, dont certains ont été formés par Clément, sont les maillons d'une chaîne ininterrompue de maîtres d'œuvre et d'artisans qui maintiennent un rare savoir-faire. On est un peu des infirmières dans le bâtiment, on vient faire des pansements, on restaure, on conserve, on est
On est tous ces métiers à la fois. C'est plus le même métier que bâtisseur au Moyen-Âge. Aujourd'hui, le fait de conserver toutes ces pièces, de se poser toutes ces questions, c'est utile dans le temps. L'œuvre Notre-Dame a une vision à très long terme. Et à chaque fois, on se posait la question, qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans, dans 200 ans? Et ça, c'est un privilège et un bonheur énorme. Donc Clément est parti, on fait avec et on essaye justement de respecter tout ce qu'il a pu nous laisser. Je suis né en novembre 1963. J'avais 14 ans. C'était une annonce dans l'Ami du Peuple. Cherche apprenti tailleur de pierre. J'avais envie de faire un travail manuel. J'étais, à ce qui paraît, très patient déjà à la maison. Donc c'est un peu ça qui a guidé les parents à apprendre tailleur de pierre. Et moi déjà, l'odeur de la pierre humide, ça me déplaisait pas. Moi, je voyais toujours un peu une pierre un peu paysagée, le bloc brut. Une petite montagne, une petite colline, une petite vallée. Et que par ma force et par les outils que j'avais, je pouvais araser tout ça pour faire une pierre un peu plus civilisée. Puis petit à petit, ça m'a mené donc à avoir ce savoir et cette soif de savoir qu'est-ce que c'est la cathédrale, pourquoi elle existe, pourquoi tant de gens se sont motivés pour créer une telle beauté, une telle grandeur. On m'a admis dans l'atelier de sculpture dans les années 70. Il y en a qui n'aimaient pas qu'un tailleur de pierre fasse sculpteur, parce que c'est effectivement un métier différent. C'est plus artistique, c'est plus volubile. Il faut sortir du système trait qui est un guide, qui est un garde-fou pour le tailleur sur pierre. En sculpture, c'est le tracé en main levée et c'est ton œil esthétique par rapport au modèle qui te dit c'est bon, tu peux taper dedans. On m'a tout de suite traité un peu d'atypique parce que je me baladais dans les pierres anciennes pour essayer de comprendre l'aspect de taille de ces choses-là, la différence qu'il y avait entre ces pierres anciennes et ce qu'on mettait à la place. On se retrouve effectivement devant de belles choses. Là, vous avez les crochets d'origine. Donc chacune, elle est différente, où l'harmonie de chaque crochet et la spontanéité d'exécution ressort encore, même maintenant, après 600 ans de séjour sur l'édifice. Ici, vous avez une pièce de restauration. On dirait que tout est figé, c'est très rigide. Il n'y a aucune expression dans les lignes. C'est des copies. Si on jette ceci, on ne saura jamais ce qu'il y avait avant. On se dit, tiens, il y avait toujours ça. Et ça, on se dit, tiens, les artistes, hein, ce n'était pas vraiment des artistes. Mais moi, j'étais toujours en train de rêver devant ces pierres anciennes et de savoir comment ces grands blocs, parce qu'à l'époque, il y avait encore des grands blocs stockés sur le chantier qui étaient taillés à la main. Hein, où on voyait parfaitement les traces de pic et les traces d'extraction de la carrière. Et comment ils ont pu être déchargés, ramenés à la méno et tout ça. Donc tout ça, ça cogitait après pour comprendre qu'est-ce que c'est une cathédrale.
Ah bah voilà. On voit pas grand-chose aujourd'hui. Non. C'est tout ce merveilleux travail. Tu les as vus, les colonnes de la galerie naine? Magnifique, avec la polka, là, ils ont bien... Oui, ils ont très bien travaillé. Et là, ce qui me plaît bien, tu vois les pinacles qui contournent l'élément de la construction. Et là, il les refait d'une seule pièce. Il ne les désappareille pas. Ah, c'est bien. Ouais. Donc c'est une masse quand même énorme, hein, bien, comme bien, ça, d'une seule pièce. Ça, c'est Fred qui me l'a montré, là. Et puis, effectivement... Ouais. Et tu vois, ça, c'est aussi le résultat de quelque chose que tu as fait. C'est-à-dire sortir le vieux pinacle du charbon qui traînait dedans pour le mettre dans les ateliers et à chaque fois donner une piqûre de rappel aux jeunes. Et maintenant, ça, c'est bon. Ça, c'est lancé. J'étais arrivé à l'œuvre en qualité de responsable des ateliers. Alors, j'ai tout de suite vu que Clément était un passionné total de la cathédrale. C'était quelqu'un qui, d'un premier abord très doux, très respectueux, était mentalement, finalement, très puissant. Donc, hiérarchie ou pas, il était intransigeant pour ce qui était important d'un point de vue du métier. Et j'ai vu chez Clément, assez rapidement, que cette partie passionnée était doublée d'une obstination hors norme et d'un engagement total. Clément, je rappelle, il était capable un dimanche, quand il avait fortement plu, d'aller sur la cathédrale parce qu'il voulait vérifier comment circulait l'eau à un endroit où il n'avait pas encore parfaitement compris comment il circulait. Moi, je reconnaissais très vite quand Clément était franchement pas d'accord. Il ne disait jamais, franchement, je ne suis pas d'accord. Tout doucement, il tournait le dos comme ça et puis, genre, cause toujours, on n'en est pas là. Donc ça, c'est vraiment aussi une caractéristique des artisans et des maîtres artisans. C'est dans une durée. Ils n'ont pas la même notion du temps et éprouvent la même urgence d'avoir raison. Quand ils savent qu'ils sont dans le vrai, ils savent très facilement mettre la durée, le temps de leur côté. Moi, je vois effectivement un mur qui a été travaillé par l'homme, ici. On voit des traces, et ces traces, ce sont des traces d'outils laissés par l'artisan de l'époque qui a façonné ces pierres-là. Donc on voit une ciselure ici, qui a été faite avec un burin. On voit des traces de dents qui ont été faites par une laide dentée. Et on voit même ici une espèce d'inscription, un signe. On appelle ça un tâcheron ou signe lapidaire. Alors pour moi, il y a ici plein de personnes au tempérament différents qui ont travaillé sur l'édifice. L'architecte de l'œuvre Notre-Dame, c'est Christiane Schmuckle-Mollard. Elle dirige les équipes de l'œuvre depuis 2000, tout en assurant la fonction d'architecte en chef des monuments historiques, c'est-à-dire qu'elle coordonne les actions des sociétés privées engagées dans la restauration de la cathédrale. Ma difficulté, c'est de faire comprendre cette importance de l'outil aux entreprises extérieures. C'est-à-dire toute cette mémoire qui est conservée dans les équipes de l'œuvre Notre-Dame, enfin conserver tant que vous y étiez, il faut que ça continue de toute manière. Donc on est en bonne voie de garder cette spécificité quand même assez strasbourgeoise. Et justement, à propos de cette conservation des pierres,
On a eu un débat aussi avec l'État, l'inspection générale, sur la conservation des pierres qui portent des tacherons. Alors la question était de savoir si on avait le droit, avec les entreprises de l'État, de reproduire ces tacherons. J'ai décidé qu'on ne les recopiait pas. Et on a décidé de les photographier, de les dessiner et de les conserver à l'atelier. Moi, je ne peux pas concevoir une cathédrale dite médiévale en regardant l'aspect d'un mur sans la présence de ces tacherons, copiés ou pas, qui vous dit qu'il y avait des humbles gens qui ont dû se battre pour se faire payer, donc ils ont marqué, et ça, on le gomme. Parce que le touriste ou l'ensemble des touristes qui viennent, ils ne connaissent pas, ils ne savaient pas qu'il y avait un tacheron là avant, ils ne vont pas consulter les archives. Mais sur certaines cathédrales, on n'avait pas le droit de mettre les tacherons de manière aussi visible, justement parce que l'artisan n'avait pas le droit, avec son graffiti, puisque c'était une forme de graffiti, d'abîmer la pierre. Ça pouvait être considéré comme une agression. Oui, d'accord, mais pourquoi on cache cette histoire aujourd'hui? Ils étaient là pendant 600, 800 ans, et maintenant on en reparle, et l'artisan n'a pas le droit de se montrer sous n'importe quelle forme, on l'enlève. Non, c'est pas du tout ça le débat. C'est-à-dire que vous, artisans, si vous reproduisez une moulure, vous avez le modèle, vous avez le tracé, vous recommencez le tracé avec l'appareilleur et vous exécutez. Mais vous n'êtes pas la même personne que celle qui a fait autrefois. La logique voudrait que vous mettiez votre marque à vous. Mais ça, j'arrive pas à comprendre que cette pièce, une fois changée, il y aura plus ça. Oui, mais c'est très personnel. Ça mérite un vrai débat philosophique de la restauration. Là, on fantasme sur les restaurations le plus original possible. Oui, absolument. Mais on ne met pas un petit signe qui va avec une cathédrale médiévale. Ces artisans, ils étaient là et aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire apparaître ce qui était, il y a 800 ans, vital. Donc, on rompt une partie de l'histoire de la construction. Oui, mais on garde, quoi qu'il arrive, toutes les pierres en dépôt. Et si un jour l'œuvre réintervient sur les parties, ce qui arrive tous les 30 ou 50 ans, on pourra revoir cette question. C'est compliqué. En observant étage, niveau par niveau, chaque pierre, qu'est-ce que c'est comme qualité, elle est bonne, elle a subi des intempéries. Et hop, d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a deux yeux, pas seulement un, deux yeux qui me regardent. Et donc, je regarde par là, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler ou... Apparemment, il n'y a rien de particulier. Et c'est ça aussi le charme de tomber sur des choses comme ça, totalement insolites, et qui ne seront jamais dans aucun livre. Là, on est dans une époque 1360, 70. On est dans les combles de la Grande Nef, au-dessus des voûtes, donc à 35 mètres. Et là, j'ai envie d'ouvrir le grand oculus
pour voir l'impressionnante réalisation et l'espace créé et de la petitesse des personnages. Et à une certaine époque, il fêtait l'ascension du Christ en faisant élever une statue du Christ en bois, en l'accrochant au treuil et en le faisant passer. Je pense que la hauteur des voûtes signifiait le ciel, donc il passait à travers les nuages et s'élevait dans le ciel. Dans la jeune génération de l'œuvre, Frédéric de Genève est un peu considéré comme l'héritier de Clément. Ce compagnon tailleur de pierre et sculpteur, féru d'informatique, est aujourd'hui appareilleur, c'est-à-dire qu'il fait le dessin des pierres que les artisans devront tailler ou sculpter. À l'école de Clément, il a beaucoup appris. L'aspect de taille, le respect des pierres les plus anciennes, mais aussi la manière d'aborder les pierres avec un regard original. Il est vrai que l'on parle peu de ce savoir professionnel, du goût du travail manuel, de la transmission de connaissances acquises par l'expérience. Pourquoi, à l'époque, tu as fait venir cette pièce-là au bureau d'études? Pourquoi celle-là et pas une autre? C'est une des pièces qui, pour moi, en tant qu'artisan tailleur de pierre, ça aurait été un défi de la faire. Une telle dextérité, un tel savoir-faire sur une si petite pièce. Ben là, on est sur un élément qui est monolithe, quoi. C'est-à-dire d'une seule pièce. Une seule pièce avec tous les petits pinacles. Donc ces éléments qui paraissent aériennes ici sont effectivement, mais restent massivement accrochés. Moi j'ai déjà éprouvé des difficultés pour en faire une petite, dans une petite pierre. Et là ils ont tout mis ensemble en monolithe, parce que si cette masse de pierre il la loupe. Ah ben oui, là et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne voit pas souvent d'erreur. Il n'y a pas souvent de... Il y a une dextérité. Je dirais, il n'y a pas d'hésitation presque, on sent... Et en plus, toi, tu dis pas d'erreur, en plus, il n'y avait pas une pièce moderne. Oui, c'est ça. On ne restaurait pas. Il n'y avait rien à la place. Là, je suis sûr, ils tiraient leurs traits, ils passaient une fois. Exactement, oui. Aujourd'hui, on passe, on vérifie, on gratouille. Et là, c'est mort. Ouais, ça c'est... Voilà. C'est pour ça que c'est la spontanéité. En alsacien, on disait toujours « vis vom Isefeld ». D'accord, oui. Comme ça tombe de l'outil, on passe et c'est bon. Fini. Ouais. Ils n'avaient pas le temps de refignoler. On y va et on est sûr aussi. On sent l'âme de l'artisan. La chaleur humaine. Chaleur humaine, la différence de motif, tu as vu ici, niveau? Ici, on n'a pas le même dessin. Alors c'est volontaire au départ du projet ou c'est spontané? Ça c'est volontaire. Volontaire mais par l'artisan ou par le maître d'œuvre? L'artisan qui a été initié, ne me faites pas des séries, faites de l'alternance. Je ne veux pas que partout il y a le même motif, qu'il n'y a pas d'imagination de derrière. Rien n'est trop beau pour ce qu'on fait. Et puis c'est tout un tas de combines, quoi. C'est ça, il y a plein de petites astuces de métier, de ruses, parce que le tailleur de pierre, il est rusé, quelque part. Moi je l'appelle Père Clément par sympathie. Très humble, si on peut dire, discret, effacé, mais on rigole pas avec la cathédrale. Au début, je me suis dit comment il est aussi interactif. Parce qu'entre un plâtre à la gypsothèque, au fond lapidaire, un caillou, et puis ce qu'il voit sur le terrain, une photo, il fait un regroupement de toutes ces données, patatras, avec quelques données historiques, et hop, et ça paraît simple. Voilà, c'est comme un circuit imprimé, hop. Et en fait, je pense qu'il a pas mal enregistré, il a un bon disque dur, et il lui a fallu pousser un petit peu avec l'histoire. Les gravures, les plans anciens, etc. Il est arrivé à l'œuvre dans des périodes où c'était des caractères assez forts et
vu son gabarit, son caractère, il devait être assez effacé. Et puis, il était visionnaire, si on peut dire, à savoir comment allait s'orienter la conservation et la restauration. Et surtout, c'est un gros têtu. Donc, il s'est entêté. C'est pas parce que la majorité dit ça qu'il faut aller dans ce sens-là. Lui, il est toujours resté sur son rail, comme ça. Voilà. Et plus, je dirais, on l'acculait, et plus il allait fouiller et essayer d'avoir des raisonnements. Moi, ça m'amusait. Des fois, il venait me voir avec une théorie juste, et il me disait, là, j'ai une preuve irréfutable. Alors ça, c'est le mot qui tue, irréfutable. Et effectivement, par croisement de différentes choses, sa théorie était juste. Voilà. Là où je me suis posé des questions, par exemple sur le côté nord, on avait des pierres posées en délit, c'est-à-dire dans le mauvais sens. En théorie, en taille de pierre, la règle nous dit qu'on doit toujours poser en lit. Et sur les pinacles, il y avait des pierres en délit que j'avais tendance, moi en tant qu'appareilleur, de remettre dans ces lits. Et il m'a dit, Éric, regarde, ces pierres sont là depuis 600 ans, elles sont en délit, d'accord, mais elles n'ont pas bougé. Donc pourquoi remettre en question ces choses-là? Et ça, c'est des petites choses pertinentes qui m'ont fait poser ces questions. C'est-à-dire, techniquement, c'est vrai, on commence déjà à apprendre à observer avant de figer les choses et de les faire de façon systématique. Et ça, c'était pertinent. Et à partir de là, moi, je me suis toujours posé la question. Maintenant, à chaque fois, je mets un temps d'arrêt. Avant d'agir, on réfléchit. Je pense que toutes les générations de sculpteurs sur pierre de l'œuvre passent par là et cette pierre les interpelle. On pourrait facilement la restaurer, hein, la remplacer par de la vraie pierre ici. Mais on la garde parce qu'elle est toujours mystérieuse et on ne sait toujours pas pourquoi elle est là et à quoi elle a dû servir, ou c'est symboliquement une petite faiblesse de la cathédrale qu'ils veulent montrer. Il reste des croûtes sulfatées, noires, vous voyez, là, on pourrait les analyser. Elles sont même épaisses. Passez voir le doigt, là. Oui. C'est épais, hein. Oui, c'est plusieurs millimètres de croûte. Mais là, on est dans la pierre d'origine qui date quand même ici, oui. On est vers les 1340. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, une cathédrale noire, elle est en meilleure santé qu'une cathédrale qui devient rouge, parce que la pierre, elle se déconstruit. Dès que le noir, il disparaît, c'est qu'elle est malade. Parce qu'en dessous, l'érosion a passé le cap de la formation de la croûte, et là, elle attaque la pierre interne, proprement dite, et là, c'est le dessablage rapide. La question que vous soulevez avec la noirceur, elle est complexe, parce que tout ce qui est noir n'était pas croûte gypseuse. Oui, il y avait parfois toute une belle théorie là-dessus. Il y avait parfois simplement de la suie. Et la suie avait même un effet hydrophobe, un petit peu. Des choses vous m'avez une fois dit aussi que le fer, qui est donc le colorant de la pierre, elle migre vers l'extérieur et elle protège un petit peu. Un petit peu, et c'est ce qui donne cet aspect un peu rouille à l'ensemble, même aux pierres les plus claires qui sont sur la cathédrale. Mais on ne pourrait pas concevoir de faire un traitement à l'oxyde de fer pour protéger les nouvelles pierres. C'est pas la même chose. Ça ne serait pas la même chose. C'est un petit peu comme médicalement, si vous manque du fer, vous ne pouvez pas vous promener avec des clous dans la bouche. C'est un petit peu ça. Avec Clément, on a un discours permanent. Dès que j'ai un argument, il a toujours au minimum une nuance pour me contredire. Alors vous êtes en confiance et vous tenez compte des choses. Et vous vous apercevez
malheureusement, que quand le raisonnement scientifique ne tient pas compte des observations du sculpteur, c'est qu'il y a une lacune au point de vue scientifique. C'est qu'on n'a pas tenu compte de faits. C'est le sculpteur, c'est l'homme de la pierre qui a raison. Pendant des années, Clément a cherché à démontrer aux historiens et architectes une intuition de tailleur de pierre. Sa victoire a un nom, la polka. Depuis qu'on fait des restaurations sur la cathédrale, surtout à partir du 19-20e siècle, on utilisait la laie pour refaire les parements. Alors une laie, ça se présente comme ceci, c'est comme une hache, et l'aspect de taille, les traces laissées par l'outil frappé sur la pierre, ça nous donne ceci. Là. En faisant mon travail sur la cathédrale et le soleil aidant, j'étais de plus en plus persuadé qu'il y avait deux outils différents qui ont fait deux traces différentes. Donc à la longue, après des années de je reviens, je repense, je refais, alors je cherchais, je parcourais l'édifice. Et puis en arrivant ici, je me suis dit, immédiatement la preuve, elle est là. Là, les traces sont tirées à la verticale, mais par masse de pierre qui va de là jusqu'à faire le tour, profil compris. Donc ces profils, on ne peut pas les enlever. Et là-dedans, il y a des traces dentées, tirées verticalement, qu'on ne peut absolument pas faire avec une laie. Parce que si on veut faire cette trace, même tirée très longue, il faut y accéder. Donc là, la polka, elle marche admirablement. On passe devant, on n'est nullement gêné par les profils et on peut allier puissance avec longueur de trace. Une polka, c'est aussi un outil à percussion lancée, mais dont le tranchant est perpendiculaire au manche. Au cours de sa carrière, Clément n'a pas toujours été entendu par ses supérieurs. Les choses ont commencé à changer quand Catherine Halbwachs a été nommée chef de service en 1999. Alors moi, qu'il y ait des chevaux à la maison, c'est ce que j'ai pensé. J'ai toujours pensé que c'est les chevaux qui avaient été attachés là qui ont léché. Et quand tu regardes les mangeoires en grès dans les écuries, on a des usures comme ça. Et quand un cheval commence, tous les autres continuent à la même place. Et puis tu vois, ça a ce côté vraiment lisse de la langue du cheval, quoi. Et comme ça correspond, en plus on voit bien qu'on a des usures irrégulières, pour moi c'est vraiment ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on compare ça avec des pierres à sel qu'on donne aux chevaux. Et tu avais dit que la droite était préférentielle, ouais, préférentielle parce que le cavalier monte toujours à gauche. Donc il préférait prioritairement le mettre là. Ouais. S'il n'y avait pas de place, il pouvait le mettre là. Ouais. Et c'est vrai que ce nez, moi j'aime bien l'idée du nez de cheval. C'est sa contribution à la cathédrale. Donc voilà. C'est encore une preuve matérielle de l'existence proche entre l'animal et l'homme. Oui. C'est une des seules qui reste. C'est la seule qui reste sur la cathédrale. Toutes ces traces d'animaux dans la ville, ils vont partir. C'est pour ça que c'est précieux pour moi et pour l'édifice. Il faut essayer, en cas de restauration, d'au moins en garder l'une ou l'autre pour que la prochaine génération se pose la même question. Est-ce le pied de madame qui fermait les volets ou le cheval de monsieur qui léchait? Des Martiens. Comment on a démarré la flèche? La flèche, pour moi, c'est le plus beau moment de ma carrière, mais aussi le plus insolite. Puisqu'on, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait ce débat sur le risque de la flèche. Monsieur Foncarny avait envoyé un papier en disant qu'il fallait absolument intervenir sur la flèche, qu'elle menaçait de s'écrouler. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais même pas si c'était ça le débat. Le rapport ouais. Foncarny. Et toi, tu me disais, c'est pas vrai. Et la flèche n'est pas dangereuse. Et l'État a dit, si, la flèche est dangereuse, et il faut faire quelque chose. Et on a dit au préfet et aux représentants du ministère de la Culture, écoutez, nous on la prend, la flèche. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et la confirmation de ce que j'ai dit qu'elle n'est pas dangereuse, la flèche, c'était la tempête. La tempête de 99. Où il y avait
pas grand-chose, quelques petits éclats, mais pas de grandes pièces. Par contre, on avait perdu, on avait failli tuer l'archiprêtre. Et on a monté l'échafaudage en hiver, après la tempête, jusqu'en... Ça, c'était fabuleux. Chapeau pour les équipes. Les équipes étaient extraordinaires. Moi, j'ai une impression de technicité, surtout, vu qu'elle est extrêmement compliquée au niveau tracé et des dessins. Et puis, c'est la hauteur d'être tous les jours au-dessus de la ville. Pour moi, c'était vraiment bien. C'est grâce à Clément que j'ai pu très rapidement prendre pied dans le service, remettre l'œuvre Notre-Dame en route et puis surtout très vite la ramener là où elle devait être, c'est-à-dire sur toute la cathédrale et en particulier sur la flèche. C'est probablement pour moi un des grands cadeaux humains de ma carrière. J'ai énormément appris, et sur l'homme, et sur le monument, et sur une approche différente du boulot. C'est-à-dire on peut aborder la cathédrale comme l'abordent certains architectes des monuments historiques en disant voilà, telle époque, les périodes, les machins et tout, et on peut l'aborder comme Clément par l'outil et par la main de l'homme. C'est absolument rien à voir. Parce qu'il y a eu des architectes très mauvais sur la cathédrale et des gens très brillants. Par contre, il y a toujours eu des petites mains qui ont fait des choses fabuleuses, quoi. Et l'aborder par l'outil et par la main de l'homme, ça n'a rien à voir. Alors, je ne pourrais pas dire qu'il manque, mais il manque certainement. Oui. Le grès est quand même dangereux pour la santé, pour les poumons, hein, la silicose. Et je ne veux plus les solliciter par de la taille, qui m'intéresse d'ailleurs toujours. Donc je me suis dit, comme j'aime bien les gargouilles, je me suis dit je vais me mettre au zinc. Donc j'exploite le moindre rassemblement d'eau pour mettre une gargouille. Moi je vois ici la flèche de la cathédrale de Strasbourg en vue de dessus. On voit parfaitement les escaliers, les petits escaliers en colimaçon, avec les petites balustrades qu'il y a autour là, et qui vont en grandissant vers la base. C'est une mémoire de cathédrale qui passe à travers cette image-là. C'est un petit peu la déformation de ma vie professionnelle qui est ici, oui. Là, on est dans un jardin dit du séminaire, qui était autrefois l'espace d'un cloître qui tournait, qui sortait de la chapelle Saint-Jean, qui faisait le tour ici et qui rentrait par la chapelle Saint-André. Donc il y a le fameux puits gothique au milieu. Et puis ce qui m'intéresse surtout, c'est la vue sur l'édifice, qui est totalement atypique, assez peu connu, et qui retrace en très concentré, en une seule image, la vie de la cathédrale. Il y a 250 ans de travaux et d'évolution du style.
C'est un endroit, je ne l'aime pas particulièrement, mais on est dans les entrailles de la cathédrale. Ça veut dire que sur ce genre de fondation repose quand même 142 mètres de hauteur. Donc ils disent qu'il y avait une chapelle souterraine ici, avec le seul accès par le dessus. Alors est-ce que c'était la chapelle du cimetière Saint-Michel, ou c'était une salle du trésor, peu accessible? Là, on n'est pas encore vraiment d'accord. Et on retrouve déjà les outils qu'ils ont utilisés au-dessus, dans les parties aériennes. Vous avez la polka ici, et l'allée dentée, et l'allée plate. Il y a les 3 outils ici. Le fond aussi. Le fond est en briques. Derrière, il y a le mur de la basilique de Vermeer. Puis, donc, il y avait 4 colonnes, comme ceci. Il y en a 2 autres là. Et apparemment, ici, il y avait un autel. Ici. D'après les historiens. Et puis, il y avait aussi un cimetière, le cimetière Saint-Michel. Effectivement, on a trouvé plein de crânes et d'ossements. Quelques curieux qui me demandent à les emmener ici. Mais moi, j'aime bien y aller seul pour analyser, pour observer, pour essayer de comprendre. Et là, il y a quoi là? Il y a un flambeau. Ah tiens, il y a le suaire. On voit le visage du Christ. Ouais. Pierre et Sophie Clément, architectes, s'occupent de monuments anciens, mais dans un tout autre cadre, puisqu'il s'agit des temples d'Angkor au Cambodge et de l'architecture d'Extrême-Orient. Donc on a aussi la plus vieille console d'orgue ici, presque dans le monde, cette console-là. Étonnant. Oui. La visite avec Clément Kelleter leur permet de mesurer les différences. Alors c'est ces fameux tachements qui apparemment posent problème aujourd'hui. Regardez, celle-là, elle n'est pas tout à fait bien faite. Est-ce que le même personnage qui a refait une autre pierre et qui a remis son tachement, est-ce qu'il le fait pareil, ou c'est une autre main? Donc tous ces signes ils disparaissent au fur et à mesure, et le bâtiment, il est stérile. Par contre, attention, les marches sont très... Oui, d'accord. Donc la végétation, elle commence à reconquérir le terrain perdu, là. Donc on appelle ça des conquérants. Donc ça commence à se placer en surface, ça accumule de la poussière. Donc il y a la végétation qui prend racine sur la pierre, qui la dissout. Et puis petit à petit, il y a une végétation plus forte qui s'installe. Mais on est quand même encore loin des conquérants qui ont reconquis encore. Mais on a aussi un peu d'animaux qui viennent. En plus, ceux-là, ils aident aussi à recréer un écosystème. Tout à fait, voilà. Donc il y a la tolérance qu'il y avait aussi à cette époque-là. Les bourgeoises de Strasbourg ne devaient pas monter là-haut. C'était que les hommes qui venaient là. Oui, de toute façon, c'est un monde d'hommes, oui. Les cathédrales. Déjà le clergé, tous les évêques, enfin bref, tout le système, et puis les bâtisseurs aussi. Mais là, ils maîtrisaient parfaitement noyau tournant, très peu de cages, et ça tient quand même. De cette galerie d'Itenen, elle est assez authentique. Et en plus, on s'est rendu compte qu'ils ont réutilisé des pierres de la basilique de Vermeer, ici. Donc, ça devait être une petite frise qui a été retransformée en base de colonne. Et on le voit aussi dans le matériau grès, qui est vraiment du grès très quartzeux, dont a été faite la basilique de Vermeer, dont il reste les pilastres dans ce même grès, dans la crypte.
Dans la tradition extrême orientale, en Chine ou au Japon, où on construit en bois et en matériaux végétaux, ils ont été obligés périodiquement de reconstruire les monuments. Donc ce qui est très très important, c'est le modèle. Et le modèle, à différentes générations, on le reproduit. Donc les modèles perdurent sur les siècles, mais pas les matériaux, pas la matérialité des choses. Et ce qu'on a tendance à dire, c'est que chez nous, où on a construit beaucoup en pierre, on perd l'habitude des modèles parce qu'on ne construit pas chaque génération, donc on ne sait plus. Mais quand on arrive ici, on sent que les 8 siècles sont concentrés dans la tête de Clément aujourd'hui. On imagine bien qu'il a dans sa tête les centaines de milliers de pierres qui constituent l'édifice, les centaines de couches d'assises successives pour monter jusqu'à la flèche, et que tout ça fait partie à la fois d'une vision d'ensemble et à la fois d'une attention extrêmement particulière aux détails, au moindre coup d'instrument qui a laissé une marque, qui a laissé une trace sur chacune des pierres. Il faut la découvrir d'un seul jet. C'est bon? C'est parti là? Là, on en prend plein sa gueule. Impressionnant. Si on enlève le sac, tu vois, ça je l'avais laissé, voilà comment ils ont paré au problème de l'agrafe. Voilà, donc on avait une agrafe au Moyen-Âge et au 19e, ils ont créé un goujon, et ce qui est assez étonnant, c'est un goujon, on dirait une pierre froide, c'est une pierre type granit. C'est vrai. Et pourquoi? Ça, je voulais te poser la question. Pour l'éclatement dû à la rouille. Ouais. Toujours, il savait ce problème. Ouais. C'est ce qu'il a fait à la main courante en haut. Il a mis aussi un goujon en pierre entre les deux. Le bronze n'était pas encore... Je pense qu'ils n'avaient pas accès. Ils n'avaient pas accès, ouais. Ça, moi, j'ai jamais vu ça. Magnifique, ouais. Sur la cathédrale, voilà, un goujon de... Tu le conserves, ce morceau? Ah oui. Oui, ça c'était là, ouais. Je dis souvent que Clément, c'était un émetteur et il y avait des récepteurs. Beaucoup de gens qui savaient que j'allais travailler avec Clément m'ont dit « essaye de comprendre comment il fonctionne en fait ». Voilà, la démarche intellectuelle, comment il aborde le bâtiment, et quand tu comprendras comment en fait il décrypte le bâtiment et comment il construit ses raisonnements et son approche, je ne serai pas un Clément II, mais j'aurais compris un peu sa démarche. Et en plus, regarde seulement sur un côté. Par contre, j'ai mes sensibilités, une approche différente du bâtiment, j'ai la géométrie que j'adore, enfin, il y a d'autres cartes. Et Clément a su semer aussi, il y a plusieurs petits Clément à l'œuvre aussi. Je veux dire, l'héritage, évidemment, il se focalise plus ou moins sur une personne, mais Clément a semé à l'œuvre. Albert Martz est originaire du même village que Clément. C'est grâce à lui qu'il a été embauché il y a une vingtaine d'années. Clément est conscient de l'importance de la transmission et, comme d'autres, l'a suivi de près dans son apprentissage. Aujourd'hui, son compagnon est chef de l'atelier sculpture. On a een foto, waar steken we niet, ziemlich petit op Berg van Morgen is op de straat van Portail Saint-Laurent. Met de fleur de lys in de midden. Dat was zo, toen ben ik stolz gewesen. Ah ja, ben ik stolz gewesen. En tant que chef, c'était quelqu'un qui était toujours très précis dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Donc, on l'appelait assez rapidement le Tapefelschießer, le millimètre-spolder.
Et parce qu'il fallait toujours que les choses soient très bien faites, très précises. Il fallait Millimeterspolder, ça veut dire qu'il coupait le trait en deux. Hein, c'était pas, il fallait pas voir le trait, il fallait qu'il soit coupé en deux, quoi. Donc il était toujours, il avait toujours des, quand on le voyait s'approcher de nos pierres, il avait toujours des choses à redire, quoi. Mais toujours dans le c'était toujours très constructif, quoi. Donc il nous apprenait, à chaque fois qu'il venait près de nous, il nous apprenait des choses, soit sur la manière de tailler ou de sculpter, ou alors sur la cathédrale, quoi. C'était toujours très enrichissant. Il a réussi à nous inculquer le précieux des pierres d'origine. Après tant d'années passées sur la cathédrale, elle n'est plus l'occupation quotidienne de Clément. Elle reste néanmoins toujours l'objet de ses recherches, d'une façon plus lointaine. Il est resté en contact avec ses collègues compagnons et artisans, toujours disponibles pour répondre à leurs questions ou tenter d'élucider les énigmes de la cathédrale. La cathédrale de Strasbourg, elle, demeure à sa place. Elle est là sans doute pour de nombreux siècles encore, tant qu'il y aura des Clément Kelleter pour l'aimer et l'accompagner.